Ce soir, les rideaux sont tombés cet après-midi sous la 37e édition du concours national de lecture du Saint-Coran. Comme à chaque édition, le secrétaire général des affaires religieuses a distribué des prix aux lauréats. C'est le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a présidé la cérémonie. Et puis, comment freiner l'immigration clandestine et l'exode rural à travers le secteur agricole? La question préoccupe les départements ministériels et partenaires impliqués dans le domaine. Des solutions innovantes sont envisagées. Enfin, à Conakry, les premières pluies commencent déjà à faire des dégâts à la commune de Matutu. Les populations des quartiers Sangoya et Simbaya avaient les pieds dans l'eau depuis ce matin. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Guinée Info. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu en audience ce samedi le Premier ministre de la Guinée-Bissau. C'est dans le cadre de la médiation de la CEDEAO pour la résolution de la crise entre les acteurs politiques de ce pays. Suivant l'esprit de la feuille de route élaborée par la CEDEAO, les élections législatives sont annoncées en vue de conduire à bon port le processus de paix en cours. Mohamed Lamine Souma du bureau de presse de la présidence. Le processus de paix en Guinée-Bissau est sur une bonne dynamique grâce à l'implication du président Alpha Condé et de son gouvernement. Ceci dans l'esprit de la feuille de route élaborée par la CEDEAO, tant et si bien que les élections législatives pointent à l'horizon. Je veux remercier le président pour son rôle dans l'accompagnement de la Guinée-Bissau pendant la crise politique que nous avons connue et en même temps partager avec lui sur l'évolution du processus d'organisation des élections de notre pays. La Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau constituent une même maison avec deux portes d'entrée, Bissau et Conakry, ce qui fait que à chaque fois que nous avons des difficultés, Conakry reste la base d'appui, n'est-ce pas? Comme cela a été de par le passé pendant la guerre pour l'indépendance. Donc voilà la raison de notre passage à Conakry. C'est tout à fait naturel que nous, on travaille avec le président qui est toujours disponible pour la Guinée-Bissau. Le président Alpha Condé et son gouvernement multiplient donc les efforts dans le but d'amener les frères de Bissau à une solution pacifique et viable. Au nom du président de la République, remercier et féliciter Monsieur le Premier ministre qui a pris service il y a juste quelques mois et qui est en train de mettre en œuvre la feuille de route de la CEDEAO qui a été inspirée des accords de Conakry. Le président de la République de Guinée, au nom de la CEDEAO en tant que médiateur, continuera à fournir tous les efforts pour accompagner la Guinée-Bissau pour qu'on puisse organiser les élections dans les meilleures conditions, mais aussi veiller à ce que toutes les réformes qui assure définitivement la stabilité de la Guinée-Bissau puisse être menée en tenant compte bien sûr de l'avis et de l'adhésion de toutes les parties prenantes. Comme on le voit, la médiation de la CEDEAO en Guinée-Bissau par le biais du président Alpha Condé porte des fruits et augure des lendemains meilleurs. Toujours dans l'agenda du chef de l'État, professeur Alpha Condé a présidé ce samedi la clôture du concours national de lecture, de mémorisation, de récitation et d'interprétation du Saint-Coran pour cette 37e édition. 200 candidats ont pris part à ce concours dans la catégorie Coran entier sur le jeune Mamoudou Diallo, 22 ans, qui a raflé le premier prix avec à la clé 20 millions de francs guinéens et plusieurs cadeaux. 6 autres prix ont été décernés dans 6 catégories. Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabinti Silla, Boubacar Souma, Mandiou Sidibé. Rayonnantes comme leur religion, les femmes en l'islam ont fait salle comble au palais du peuple de Conakry. Les rideaux sont tombés sur la 37e édition du concours national de lecture, récitation et interprétation du Saint-Coran ce samedi 2 juin 2018. Les candidats venus des 4 régions naturelles du pays ont fait la compétition dans cette catégorie différente. Le premier de la première catégorie a eu droit à une enveloppe de 20 millions de francs guinéens. Les candidats ont été notés sur 3 rubriques. La première rubrique
il s'agit de la mémorisation parfaite des lettres du Saint-Coran. Qu'ils mémorisent tout le Saint-Coran sans laisser ne serait-ce qu'une virgule. La deuxième rubrique, c'est le respect de la prononciation des lettres du Saint-Coran. La troisième, c'est sa voix mélodieuse qui est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, après ces jours de travaux, voici les résultats par catégorie. Je rappelle que nous avons 7 catégories. La première catégorie, c'est la mémorisation du Coran en entier avec 3 différentes narrations, 3 narrations que nous appelons par riwayat. Nous allons nous limiter à proclamer les lauréats seulement, qui sont au nombre de 5 pour chaque catégorie. Premier de la première catégorie, Mahmoud Diallo, Institut Al-Qira'at de Sangoya. Le président Alpha Condé a insisté sur la nécessité pour les parents d'inscrire leurs enfants à l'école coranique pour une meilleure connaissance de l'islam, dans le but d'attirer les musulmans à s'intéresser davantage à ce concours national. Le chef de l'État a ajouté la somme de 5 millions de francs guinéens pour chaque lauréat. L'opérateur économique Elhadji Kenyeko Diallo, PDG des Moulins d'Afrique, a fait de même. Un motif de satisfaction pour le secrétariat général des affaires religieuses. Ce concours, comme vous le savez, est l'occasion pour les fidèles musulmans des 4 régions naturelles de la Guinée de se retrouver et de mesurer le niveau de connaissance en islam. Et nous sommes fiers de constater que la Guinée peut davantage participer au concours culturel islamique au plan international. En reconnaissance de leur implication, les organisateurs ont attribué un satisfecit au secrétaire général des affaires religieuses, Ali Jamal Bangoura, un satisfecit au premier ministre chef du gouvernement Kassori Fofana et un satisfecit au président Alpha Condé. La 37e édition du concours national de lecture, de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran vient de se tenir à un moment où le monde est perturbé par des attaques terroristes réclamant de l'islam. Le savoir est l'ennemi de la manipulation. Plus nos jeunes maîtrisent le Coran, moins ils seront perméables à la manipulation. C'est pourquoi il est extrêmement important d'organiser ces concours et d'encourager les parents à envoyer leurs enfants à l'école coranique. Car la meilleure façon de lutter contre les actions de terrorisme, afin qu'ils ne puissent pas entraîner nos enfants, c'est que nos enfants maîtrisent très bien les saintes écritures. Que dit le Coran? Le Coran est une religion de paix, de fraternité, de concorde. Ce n'est pas une religion d'extrémistes. Ce n'est pas une religion des gens qui détruisent. C'est une religion de fraternité. Donc pour que notre jeunesse ne soit pas demain victime de ces charlatans qui, sous le nom de l'islam, sèment la terreur, il faut que nos jeunes maîtrisent effectivement le Coran. Mais quand vous parlez du Coran, vous avez dit que vous avez fait des recherches. Moi, je ne suis pas pionnier. Les pionniers, c'est ceux qui ont amené la religion en Guinée. Je crois que je n'ai pas 3 siècles ou 4 siècles de vie pour être pionnier. Donc, moi, j'étais curieux. Moi, je pensais que vous avez fait des recherches pour voir réellement quels sont les gens qui ont joué un grand rôle dans l'introduction de l'islam en Guinée. Nous connaissons certains, comme Karamoko Alpha au Fouta, d'autres à Kanka, etc. Vous devez pousser votre recherche. Nous devons rendre hommage aux gens. Nous devons rendre hommage à ces gens grâce à qui l'islam a pu s'installer sur l'ancienne colonie qui s'appelait la Guinée, c'est-à-dire la Haute-Guinée, la forêt, le Fouta. Cela permet aux jeunes Guinéens de savoir que nous avons eu des très grands religieux, que l'islam n'est pas tombé du ciel comme ça en Guinée, que nous avons eu des très grands religieux qui ont contribué à installer cet imam. Et aussi, ça va les encourager à davantage visiter les lieux saints, que ce soit à Kanka, à Bassara, Madinegnan, etc. Donc, nous devons faire des recherches afin de rendre hommage
à ces gens qui ont... Enfin, sérieusement, ce que vous avez dit là, c'est plus politique que religieux. Le Premier ministre, le Président de la République, c'est plus politique. Or, nous sommes dans le domaine de la religion, c'est-à-dire nous devons rendre hommage à ceux qui contribuent, à ma connaissance, car celui-là n'a contribué en rien à l'installation de l'islam en Guinée. Moi, je n'ai contribué en rien à l'installation de l'islam en Guinée. Ensuite, je n'ai pas entendu le prix d'interprétation. L'interprétation, je suppose que c'est pouvoir interpréter. Parce que moi, je me rappelle, quand j'ai fait l'école coranique, j'annonnais bêtement, comme un âne, c'est-à-dire, je récitais sans comprendre ce que je récitais. Alors, si on veut dépasser cela, il faut que l'élève qui apprend puisse aussi interpréter. C'est-à-dire qu'il puisse interpréter le Coran, qu'il puisse savoir que dit le Coran dans notre langue ou dans les autres langues. Sinon, on apprend le Coran, on en a bêtement, sans pouvoir savoir exactement que dit le Coran. Alors, je pense qu'il faut aller plus loin pour que les jeunes qui apprennent le Coran soient capables d'interpréter, de dire, donc, et ça les facilitera les études en arabe parce qu'ils auront déjà compris à travers le Coran un certain nombre de mots arabes et la traduction. Je pense que nous devons sortir de cette tradition que nous avons où on apprend, mais sans savoir ce qu'on apprend. C'est-à-dire, on récite, mais on ne connaît pas la signification. Donc, mieux les jeunes connaissent la signification, mieux ils sont armés pour lutter contre toutes sortes de déformations des gens qui vont interpréter le Coran autrement. Parce que s'ils comprennent très bien, quelqu'un va l'interpréter autrement et dire non, c'est pas ça que le Coran dit. Je pense que donc vous devez continuer votre travail et surtout encourager les parents à envoyer les enfants à l'école coranique. Parce que cela permet à l'enfant d'apprendre à mémoriser. Donc lorsqu'il ira à l'école, il aura déjà acquis beaucoup d'avantages. Parce qu'il aura appris à réciter, il aura appris à mémoriser. Donc un enfant qui fait l'école coranique est mieux armé pour aller à l'école primaire que celui qui n'a pas fait l'école coranique. C'est pourquoi nous devons encourager. Deuxièmement, les parents doivent savoir aujourd'hui que la meilleure façon de lutter contre le terrorisme, la meilleure façon de préserver la Guinée de ce qui arrive dans ce pays frère. J'étais à Ouaga hier, au Mali, etc., au Nigeria. Qu'est-ce qui peut nous empêcher que cela vienne en Guinée? C'est que nos jeunes maîtrisent le Coran, qu'ils ne puissent pas être manipulés par ces gens qui viennent parler le Coran a dit, le Coran a dit. Non, s'ils savent, ils ne pourront pas être manipulés. Donc il est important que la religion musulmane en Guinée joue un grand rôle pour préserver notre pays, préserver la paix et empêcher surtout que les terroristes islamistes s'installent ici. Le Mali n'est pas loin, le Burkina n'est pas loin. Ce qui arrive au Mali, au Burkina, au Nigeria, peut arriver en Guinée aussi. Donc, il faut que vous, qui êtes nos chefs religieux, vous ayez cette donnée, comment lutter contre l'extrémisme en Guinée. Comment lutter pour que les terroristes ne s'installent pas en Guinée. Mais c'est des jeunes qui le déforment. Donc, c'est ces jeunes qui doivent être armés pour être capables de refuser la fausse interprétation qu'on leur donne. Donc, il faut encourager les parents à envoyer les enfants à l'école coranique. D'abord pour leur bien, parce que ça leur permet de s'entraîner, de mémoriser quand ils sont à l'école. Mais deuxièmement, ils seront plus victimes. C'est pourquoi nous allons contribuer à davantage de prix. Moi, je vais ajouter 5 millions à chaque prix. Allah Keneko va ajouter 5 millions à chaque prix pour encourager les enfants à participer à ces prix. Je suis très heureux aussi de la présence de nos amis de l'Arabie Saoudite, parce que je vais dans 48 heures, je suis invité par le gardien de 2 mosquées pour aller faire la Oumra. Et il y a 1 an, lorsque j'étais en visite, le prince a eu la geste généreuse de m'ouvrir la Kaaba, où j'ai pu rentrer dans la Kaaba, alors que c'est exceptionnel. Il faut un décret du roi. Or, le prince a décidé, et on était à 22 heures, et plus tard à 1 heure, on m'a ouvert la Kaaba. Et vous savez ce que ça comporte comme protocole. Donc je suis très heureux de leur présence ici, et je suis très heureux d'aller représenter de nouveau la Guinée à la Oumra. Je remercie donc de leur présence. J'encourage aussi nos frères diplomates des autres pays à davantage nous accompagner pour la meilleure maîtrise du Coran, comme a fait actuellement, comme a fait l'Arabie Saoudite en construisant la mosquée Faisal, comme en train de le faire le roi Mohamed VI en construisant la mosquée à Matoto. Car pour éviter aussi les mauvaises interprétations du Coran, nous avons besoin aussi de leur accompagnement. Parce que très souvent, même nous, chez nous, on déforme. Ensuite, nous apprendre à être tolérants. Nous avons toujours dit que la religion musulmane, c'est comme un arbre avec plusieurs branches. On ne doit pas dire tel est Wahhabia, tel est ceci, tel est Malikite, etc.
À partir du moment où nous prions le même Dieu, nous devons apprendre à vivre ensemble dans la tolérance et dans le respect des uns des autres. Chacun est libre d'être wahhabia, d'être maliki, chacun est libre. Nous ne devons pas imposer, nous devons au contraire respecter. C'est le choix. La religion, c'est une question de choix. Chacun choisit de prier comme ça ou de prier comme ça. On doit respecter ce choix. On ne doit pas prendre position, on doit respecter ce choix. L'essentiel est que chacun soit tolérant. Que personne ne prône l'intolérance ou l'exclusion. Qu'on s'accepte. Mais aussi, il ne faut pas aussi qu'on fasse des choses qui sont contraires totalement à notre coutume. Nous devons aussi faire en sorte que nous pratiquons la religion, mais dans le respect de nos coutumes. De ne pas importer des choses qui sont contraires à nos traditions, à notre coutume. Parce que la religion doit s'adapter dans chaque pays aux conditions concrètes. Même si nous sommes tous musulmans, les musulmans ne sont pas, ne travaillent pas les islamistes en Guinée, comme les Malaisiens le font en Malaisie ou l'Indonésie. Donc chacun le fait en tenant compte de son histoire, de sa culture, etc. Nous ne devons pas être déculturés ou acculturés, comme dans les autres cas nous apprenons. Nous devons respecter le respect de notre culture. Et au contraire, l'islam doit nous aider à renforcer notre culture. Nous avons un passé, nous avons une culture, nous sommes fiers de notre culture. L'islam doit nous aider à renforcer davantage cette culture, afin que nos jeunes aussi s'imprègnent de cette culture et soient fiers de leur culture, soient fiers du passé de la Guinée. Voilà ce qui peut faire un très bon Guinéen demain. Donc nous souhaitons que vous fassiez davantage de recherches, afin qu'à la 38e édition, nous puissions rendre hommage au vrai. Parce que vous citez des gens, mais la Deuxième République, la religion musulmane est venue en Guinée, je crois, 17e, 18e siècle. La Deuxième République, c'est 58. Donc si vous rendez hommage aux gens de 58, mais vous ne rendez pas hommage aux pionniers. Ça, c'est un peu la politique. Laissons la politique de côté, allons véritablement vers ce qui est vraiment la religion. J'espère que tout le monde va se mobiliser, que prochainement, chacun va contribuer. Là, Kénéko a contribué, je crois, à 150 millions. Je n'ai pas entendu la participation de Alhaj Al-Seni, je n'ai pas entendu la contribution d'Al-Famadou, etc. Je n'ai pas entendu la participation de KPC, etc. Donc j'espère que prochainement, vous allez tous participer pour que les prix qu'on va donner aux gagnants soient tellement élevés que ça encourage tout le monde à venir participer à ce Coran. Un film documentaire a été projeté, film qui retrace l'histoire du concours national du Saint-Coran de 1982 à 2018. Dans le reste de l'actualité, le chef de gouvernement a reçu en audience un groupe de journalistes chinois spécialisés dans le domaine des mines. Les entretiens entre Dr Kassouri Fofana et ses hommes de médias ont porté essentiellement sur les différents projets miniers évoluant en Guinée. Ousmane Bangoura, Ousmane Kobile Kita. C'est un groupe de journalistes chinois, tous spécialistes des questions minières. Vivant en Guinée depuis plus de 3 ans, aujourd'hui, ces hommes de médias chinois s'intéressent au projet minier de la Guinée. Avec le Premier ministre guinéen, Dr Ibrahima Kassouri Fofana, les sujets relatifs à l'exploitation, au renforcement de la sécurité des sites miniers, l'amélioration du revenu jusqu'à l'exportation ont été évoqués. Le but de vie du groupe journaliste chinois, c'est d'abord pour rapporter notre développement du projet au premier ministre. Et aussi, on veut savoir les autres demandes ou bien les autres attentes pour notre projet, pour qu'on puisse bien améliorer notre projet dans la future. Et aussi, comme maintenant le projet s'est beaucoup développé au niveau mondial, on voudrait faire plus de contributions pour la Guinée et aussi on voudrait ramener et apporter la confiance des investisseurs étrangers pour la Guinée. Et aussi le troisième, qu'on va créer plus d'employés pour la Guinée. Et le quatrième, c'est qu'on souhaite on pourra avoir le plus de soutien du gouvernement. La coopération entre la Guinée et la République populaire de Chine se renforce davantage avec l'ouverture de nombreuses entreprises locales dans les domaines de développement tels que le secteur minier et l'agriculture.
Le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, veut aller vite et bien avec les partenaires pour faciliter l'investissement en Guinée dans la plus grande confiance. Ici à la RTG Coloma, la première équipe de techniciens chinois vient d'achever sa mission avec brio. Pour la circonstance, la direction générale a organisé une cérémonie de reconnaissance aux partenaires chinois qui, pendant leur séjour, ont déployé assez d'efforts pour qualifier les prestations des travailleurs de ce média de service public. Mounir Bari, Aboubakar Junior Kamara. Après 11 ans au service de la radiodiffusion-télévision guinéenne, la première équipe de techniciens chinois est en fin de mission. Ces experts ont, durant leur séjour, rehaussé le niveau des services de maintenance de la RTG Coloma. Avec ces services, ils ont redynamisé les installations techniques de la maison mère. À l'occasion de leur retour au Bercail, la RTG les rend hommage à travers des satisfecits et des cadeaux de souvenirs. Je peux vous assurer que cette équipe technique qui rentre a apporté beaucoup de choses à la radio-télévision guinéenne. La RTG est actuellement à son deuxième projet de réhabilitation, un projet que cette équipe technique nous a aidé à suivre de façon minutieuse. Elle a été à tous les rendez-vous. Ces équipements qui nous ont été apportés ont rendu le service plus ou moins fluide à la RTG. Nous avons hautement apprécié la coopération avec les experts chinois concernant notamment la fourniture d'équipements numériques pour la télévision. Il y a encore des progrès à fournir parce que nous avons maintenant l'uplink, un système centre-diffusion qui a été construit à Coloma. On a les systèmes, on a les pylônes et autres qui sont installés. Et la diffusion de la RTG se fait en numérique, mais la population ne peut pas accéder au numérique parce qu'il n'y a pas de système de décodeur distribué à l'ensemble de la population pour permettre à la population d'accéder au signal numérique de la RTG. C'est le grand problème que nous avons aujourd'hui. Nous sommes obligés d'entretenir encore des émetteurs analogiques pour permettre à la population d'accéder, mais nous devons pendant ce temps continuer la migration pour que dans un très proche avenir, l'ensemble de la population ait accès au signal numérique. Fruit de la coopération sino-guinéenne, la mission a exprimé sa satisfaction à l'endroit des autorités du ministère de la Communication et de la RTG, avant d'annoncer la présence d'un nouveau groupe d'experts venus assurer la relève, histoire de permettre à la RTG de relever les défis de la numérisation et de la formation. Après quelques années de la construction de ce bâtiment, il y a un avion qui est venu tomber sur en haut. Donc il est venu directement en ce moment pour constater la chose et se mettre au travail. Jusqu'à ce moment, il est là tout le temps au service de la radio. Depuis plusieurs années, la coopération sino-guinéenne est le premier partenaire de l'audiovisuel public. De nouvelles réformes et des mesures d'accompagnement sont annoncées par la coopération chinoise pour permettre à la RTG de qualifier ses prestations et de renforcer les capacités de ses agents. Dans l'actualité également, les cérémonies de passation de services se poursuivent dans certains départements ministériels à la coopération. Dr Diéné Keita a pris fonction au ministère de la Santé. Dr Edouard Nyankouilama succède à Dr Abdourahmane Diallo et à l'éducation nationale. Ibrahim Khalil Konaté cède le fauteuil à Maurice Sangari. Le condensé avec Maïmouna Bela Diallo. Le nouveau décret présidentiel a fait éclater le ministère du Plan et de la Coopération internationale en deux départements. Le ministère du Plan et du Développement économique et celui de la Coopération et de l'intégration africaine. Hadjama Makani Diallo, qui gérait jusque-là les deux départements cumulés, a donc passé le témoin ce vendredi à Dr Diéné Keita, récemment nommé ministre de la Coopération et de l'intégration africaine. Madame le ministre Kani Diallo, ministre sortante du Plan et de la Coopération internationale, je vous dis merci. Merci pour les résultats remarquables enregistrés durant votre passage à la tête de ce département. Acceptez que je n'en cite que 3. La vision prospective Guinée Vision 2040, le Plan national de développement économique et social 2016-2020,
et la très prolifique réunion du groupe consultatif sur le PNDS. Félicitations, Madame. Notre mission sera d'assurer la mobilisation des ressources pour le financement du développement. Dans cette perspective, nous mettons un accent particulier sur la consolidation et la diversification des partenariats, sur la promotion de la coopération Sud-Sud, sur la vérification sur le terrain de la pertinence de l'aide en termes d'amélioration des capacités productives de notre pays et de son impact sur le bien-être des populations dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable. Après 2 ans et demi d'exercice à la tête du ministère de la Santé, Dr Abdourahmane Diallo passe le témoin à Dr Edouard Nyankoy Lama. Au compte du bilan du ministre sortant, la mobilisation de 45 millions de dollars américains pour le renforcement du système santé en général et de la vaccination de routine pour les 5 prochaines années, la réduction du taux de paludisme de 44 à 15%, l'affectation de 95% des 4312 agents de santé recrutés à la fonction publique. À cela s'ajoute la réhabilitation et l'équipement de 125 infrastructures sanitaires sur l'ensemble du pays. Des performances sur lesquelles le nouveau promu, Dr Edouard Lama, compte s'appuyer pour l'exécution de son plan d'action. Je voudrais donc saisir cette occasion pour remercier tous, et en particulier le Dr Abdourahmane Diallo, pour les résultats obtenus. À présent, il convient de continuer la marche entreprise et de l'améliorer. Ceci passe nécessairement par une analyse actuelle de la situation sanitaire de notre pays. Nul doute que dans cette voie, vous serez avec moi pour conduire nos chantiers prioritaires. Il s'agit concrètement du maintien des acquis en matière de renforcement de la surveillance épidémiologique et de la gestion des situations d'urgence qui impliquent à la fois des cliniciens compétents à la matière et des épidémiologistes. Autre passation de service, celui entre les ministres sortants et entrants de l'Éducation nationale. Dans une salle remplie de cadres du département et autres personnalités, le nouveau ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation entre en fonction. Maurice Sangaré succède à Ibrahima Khalil Konati, qui a passé 14 mois à la tête de ce département. Le ministre entrant a rendu hommage à son prédécesseur pour les différentes innovations au sein de l'école guinéenne. Au moment où je prends fonction à la tête de ce département, le système éducatif guinéen reste encore confronté à de nombreux défis, au nombre desquels on peut citer entre autres la baisse de la qualité de l'enseignement-apprentissage avec ses corollaires. Pour ma part, je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend dans mes fonctions, surtout en cette période cruciale d'organisation des examens nationaux session 2018, que nous considérons comme le défi le plus urgent à relever. C'est pourquoi je demande humblement le concours loyal de tous les collaborateurs et partenaires afin de m'accompagner pour pérenniser les acquis et engager d'autres réformes pour l'amélioration de notre système. Ces nouveaux promus au sein du gouvernement Kassory comptent s'appuyer sur l'ensemble des compétences internes et externes pour faire face aux défis qui les attendent désormais au niveau de leurs départements respectifs. En dehors du continent, l'Organisation internationale du travail a tenu sa 107e session à Genève. La Guinée a été représentée à cette rencontre par une délégation tripartite, gouvernement, patronat et syndicats. Explication, Mangafoude Touré. Genève, la 107e session de la Conférence internationale du travail. Les représentants du gouvernement guinéen, du patronat et des travailleurs au grand rendez-vous du monde du travail. Le travail décent au service de la paix et de la résilience, le rôle de l'OIT en faveur de la paix sont au centre des discussions. Notre pays a besoin de paix, mais la paix sans travail décent n'a pas sa signification. Et qui dit travail décent parle d'emploi décent. Et qui dit emploi décent parle de salaire décent. Et qui dit travail décent parle de protection sociale. Aujourd'hui,
les 3 institutions de protection sociale doivent être, pour le travailleur guinéen et les employeurs, un outil important de lutte contre la pauvreté. En portant la voix de son pays lors de ces assises, la délégation guinéenne a mis un accent particulier sur l'action de l'OIT dans la coopération pour le développement durable, la violence et le harcèlement en milieu du travail. Du haut de la tribune, le vice-président de la Confédération patronale des entreprises de Guinée CEPEG fait le plaidoyer des employeurs du pays. Notre souci majeur soit de permettre à ces milliers d'employeurs qui assurent la protection sociale dans des centaines de milliers de personnes de rejoindre le plus vaste réseau d'employeurs au monde pour bénéficier des avantages tels que la coopération technique, la participation aux conférences, ateliers, séminaires, aux plateformes interactives, etc. Pour notre part, je vous rassure que grande est notre volonté d'être membre de l'OIE pour apporter notre contribution au monde du travail. Quelques mois après les remous sociaux en Guinée, cette conférence internationale du travail débouche sur une image d'unité et de cohésion des acteurs sociaux du pays pour le mieux-être des Guinéens. Comment poser les jalons d'une agriculture attractive pour freiner l'exode rural et l'immigration clandestine? Face à cette problématique, les départements de l'agriculture, de la formation professionnelle, mais aussi les partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale proposent des solutions innovantes pour ainsi améliorer l'employabilité des jeunes par le biais des métiers agricoles. Mohamed Achassila, Fodé Camara. La ruée des milliers de jeunes Africains vers le vieux continent. Sur cette route périlleuse vers l'Europe considérée comme un Eldorado, des bravalides, braves vents et marées, en Libye et aux îles Canaries. En Guinée, pour freiner l'immigration clandestine, un ambitieux projet pilote d'entrepreneuriat agricole jeune est en gestation. C'est un projet qui va être piloté ou copiloté par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Emploi, du Travail et de l'Enseignement technique. L'idée, c'est de faire en sorte que les instructions du président de la République liées à la cohésion gouvernementale soient respectées. Quand vous parlez d'entrepreneuriat agricole, vous parlez non seulement de maîtrise agricole, mais vous parlez aussi de maîtrise entrepreneuriale. Les rapports provisoires de diagnostic du projet pilote Entrepreneuriat agricole jeune sont validés. Cet investissement de la Banque africaine de développement vise à professionnaliser les jeunes pour des métiers ruraux très attractifs. Les mentalités sont en train de changer. Avant, certainement, c'était par défaut, mais maintenant, c'est par intérêt, d'abord par passion. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés par les métiers ruraux et aussi par intérêt parce que ça génère des ressources. L'autre volet de cette assistance de la BAD est lié à la phase préparatoire du projet d'appui à la transformation de l'agriculture guinéenne. Principale activité déjà menée, le ciblage des préfectures, la question foncière et l'identification des filières porteuses. Ce projet d'une durée de 6 ans va toucher 8 préfectures pour plus de compétitivité des produits agricoles. On a compris depuis le départ qu'il ne suffit pas de produire. Il faut produire en quantité et en qualité, mais également il faut pouvoir transformer pour avoir de la valeur ajoutée. Aussi, essayer de faire en sorte que les produits transformés ou les produits même qui sont frais, qui sont mis sur le marché, soient de très bonne qualité. Donc veiller surtout à développer une approche de qualité pour améliorer la compétitivité des filières agricoles. Ces études pour la mise en œuvre des projets d'appui à la transformation de l'agriculture guinéenne et de la promotion de l'emploi jeune confortent l'émergence d'une agriculture plus rémunératrice pour les producteurs et susceptible de dissuader de potentiels candidats à l'exode rural et l'immigration clandestine. Enfin, les fines pluies qui se sont abattues hier sur Conakry ont laissé quelques dégâts à Imbaya. C'est dans la commune de Matoto. Vous allez le voir, plusieurs concessions ont été inondées et leur contenu détruit dans sa presque totalité. Habib Thiam nous fait le point. Imbaya, les premières pluies de la nuit ont provoqué la fureur de ces ordures. Plusieurs concessions du bas quartier en ont payé les frais.
Toutes les ordures qui quittent en haut se retrouvent ici. Les victimes ont pris d'assaut cette partie de l'autoroute où la circulation cède la place aux immondices. Réaction spontanée d'une population en colère après avoir presque tout perdu. Nous sommes inondés. Chaque année, c'est comme ça. On lance un appel vraiment aux bonnes volontés de venir en aide, de nous aider, Nous sommes envahis de l'eau ici. Regardez, tout le monde pleure ici. Nous sommes dans la boue totale comme ça là. Depuis 22h15 hier, on est dans la merde. C'est le fossé, la pluie d'hier a cassé la maison, donc l'eau est remplie. Les dégâts matériels sont énormes. On a tout perdu, tout est foutu. Face au sinistre, les forces de l'ordre jouent à l'apaisement. Si leur présence a permis de dissuader d'éventuels troubles sur l'autoroute, libérer la circulation est une autre solution à négocier ce samedi. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir. Assurément,